Salut! Allez, c'est parti pour les matchs du dimanche de cette 26e journée qui a commencé par le plus gros choc du haut du tableau entre Brest et Lille. Et je dirais que c'était un petit peu un match du style du Lens-Brest de la semaine dernière avec deux équipes dont les caractéristiques s'annihilent un petit peu. Mais je dois avouer que sur l'ensemble du match, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une plus grande maturité côté lillois. D'ailleurs, Bizotte a été beaucoup plus à l'ouvrage que Chevalier. C'est comme d'habitude Jonathan David qui a ouvert le score d'une frappe clinique qui a pris Bizotte à contre-pied. Et l'égalisation est venue à 10 minutes de la fin par Satriano, qui est un avant-centre un petit peu bizarre, qui fait énormément d'efforts, qui est très très généreux, mais malheureusement qui marque pas de but, quoi. Il avait mis qu'un but depuis le début de la saison. Et là, il a profité d'une des rares hésitations de Lenny Yoro pour tromper Chevalier d'une frappe dans la lunette. Voilà, c'est un résultat correct pour les deux équipes, mais je pense que s'il y en a une des deux qui doit être le plus frustré que l'autre ce soir, c'est quand même le LOSC. Dans les matchs de 15h, Reims a battu Metz, ouverture du score du Diakité, but de la victoire d'Ito, égalisation d'Ata. Je dois avouer que j'ai trouvé les Messins un petit peu moins défensifs que d'ordinaire. Ils devaient sentir qu'il y avait un coup à jouer. Bon, ils étaient peut-être un petit peu plus en confiance puisqu'ils avaient remporté leurs deux derniers matchs. Et Reims, on sent que Reims a un peu le cul entre deux chaises en cette fin de saison. Ils savent pas s'il faut encore faire les efforts pour viser plus haut ou si c'est peine perdue. On sent la position des Rémois un petit peu ambiguë. Mais en tout cas, voilà un match que les Rémois ont fini par remporter. Monaco avait une occasion en or de prendre la deuxième place en recevant Lorient. Et aux deux extrémités du match, les Monégasques se sont tués. D'abord avec un but contre son camp de Singo qui a repris, avec le ballon qui a ricoché sur un poteau de Bamba. À la 95e minute, un but de la tête très précis de l'ancien Monégasque Bakayoko. Alors c'est vrai qu'entre les deux, les Monégasques ont dominé, ils ont égalisé par Mendy lui aussi contre son camp, et Fofana de la tête, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de la part des Monégasques à Louis II. Alors c'est vrai que on dit souvent qu'il y a pas de ferveur à Monaco, mais quelque part on a l'impression qu'il y a encore moins de ferveur aujourd'hui qu'il y a pu y en avoir avant. On a l'impression qu'il y a un désintérêt quasi total des gens qui vont au stade pour cette équipe et que forcément c'est un petit peu plus simple pour les équipes de faire un résultat là-bas, mais en tout cas c'est encore 2 points de gâchés par les Monégasques. Et puis dans le énième match de la dernière chance, Clermont a battu Le Havre avec un doublé de Cham, dont le deuxième sur un penalty qui nous a valu un penalty gate. Enfin, le penalty gate, ça ne marche que quand c'est le PSG que ça concerne. Mais voilà, entre Virginius et Cham qui voulaient tous les deux tirer le penalty. À l'arrivée, Cham l'a marqué très joliment. André Ayew avait égalisé. Mais globalement, le match des Normands a été catastrophique, surtout que Rachani s'est fait expulser assez tôt dans ce match et que les Havrais ont joué en supériorité numérique pendant un bon moment, mais jamais on ne les a sentis en capacité de gagner ce match. Et pourtant, vu le classement du Havre, c'était vraiment 3 points qu'il fallait prendre. Et voilà, donc c'est un résultat extrêmement décevant pour le Havre et qui laisse un tout petit peu d'espoir encore
Aux Auvergnats, à 17h, Rennes a dansé sur le cadavre de Marseille. Les Marseillais qui ont été obligés de dépenser beaucoup plus d'énergie que prévu à Villarreal et qui n'ont pas, surtout quand il y a quelques blessés en plus, puisque là Balerdi manquait à l'appel, et il y a ni l'effectif ni les capacités pour enchaîner les matchs pour le côté marseillais. Le premier but de Terrier est sur une action très bien construite par les Rennais. Le penalty transformé par Bourigeaud pour une faute de Meïté sur Truffert. Moi, je veux bien, mais ça me permet de ramener Julien Stéphan à sa réflexion de penalty de grandes équipes lorsque c'était celui sur Ramos au Parc des Princes. Là, pour le coup, c'était aussi un penalty pour les grandes équipes, mais en sa faveur. Donc là, forcément, on l'entendra pas. En tout cas, les Rennais profitent de ce match pour revenir à la hauteur de Marseille. Mais je pense que les deux équipes sont quand même un petit peu loin pour espérer briguer au maximum autre chose qu'une 6e place. Ce qui, très honnêtement, pour les deux clubs, est quand même quelque chose de décevant. Et puis ce soir, on s'est bien marré avec un match à 8 buts, c'est quand même pas si souvent, entre le Montpellier et le PSG. Le PSG qui a mené 2-0 très très facilement avec un très joli but d'une frappe enroulée de Vitinha, un but de Mbappé d'un tir croisé du pied gauche à la suite d'un contre supersonique. Et puis, comme toujours, le PSG s'est arrêté de jouer, et puis il y a quelque chose un petit truc qui commence à se voir un petit peu au PSG, c'est que Danilo semble être en bout de course. Il joue énormément le Portugais, et il n'y a plus l'énergie d'avant, et il détourne un centre qui permet à Nordin de marquer, de réduire le score de la tête. Et sa mauvaise passe en retrait à Donnarumma provoque le pénalty grotesque sifflé par Monsieur Bata, qui n'a donc pas été voir la VAR, alors qu'il l'a été la voir en deuxième mi-temps pour un autre soi-disant pénalty Nuno Mendes sur Tamares. Ne me demandez pas ce que je pense de ça, mis à part que c'est incompréhensible. Mais quelque part, je suis pas sûr que cette égalisation ait rendu grand service aux Montpelliérains, parce que la deuxième période du PSG a été terrible, d'autant que physiquement, évidemment, avec les efforts terribles consentis par les Montpelliérains en première mi-temps, ils avaient un peu tout dit sur le plan physique. Et donc, en seconde période, les buts parisiens, tous plus beaux que les autres, se sont accumulés avec Mbappé d'une frappe sous la barre, Mbappé sur un coup franc vite joué par Vitinha, un but de Kang In Lee sur une action hyper bien construite et un appui sur Kolo Muani, et enfin Nuno Mendes bien servi pour Vitinha, donc Vitinha deux passes d'ess, un but, et Mbappé une passe d'ess, 3 buts. Je ne vais pas fanfaronner, mais tous ceux qui me disaient oui, mais on peut jouer sans Mbappé, oui, bien sûr, on a vu ce soir, même si c'est que Montpellier, on a vu ce soir ce que c'est qu'un PSG avec Mbappé titulaire par rapport à un PSG sans Mbappé. Voilà. Pas plus que ça à dire. Toujours est-il que la vraie résultante de ce match, c'est que Montpellier reste dans les ennuis et que Paris a 12 points d'avance maintenant en tête du championnat. Maintenant, coupure internationale. Ça reprendra par le match à Marseille. Et après, ce sera l'heure de penser à Barcelone. Voilà, mes amis. Demain, on se retrouve pour Face à Pierrot. Et hop là, attendez. Pardon. Il y a Medvedev, Alcaraz. Je
pense que le point qui vient de se passer là, c'est le point du match. Et j'étais happé. Donc voilà, demain face à Pierrot, et puis une petite semaine un petit peu plus cool. Sauf si Kita nous fait une autre dinguerie et qu'il pense peut-être virer Comboiré pour rappeler Pierre Aristoui ou Raymond Domenech. Ce mec est capable de tout, mais en même temps, c'est ce qui nous fait marrer. Voilà, le pouce, on s'abonne. À demain, bye bye.